Pourquoi s'intéresser au Bitcoin? Alors d'une part pour l'augmentation très marquée du cours de cet actif, puisque le Bitcoin est passé d'un prix autour de 6 400 € début 2020 à un prix autour de 24 000 € en fin d'année. Et cette hausse continue en 2021 puisque très récemment, en mi-février 2021, le Bitcoin vient de dépasser la valeur symbolique de 1 trilliard de dollars pour sa capitalisation totale. Alors vous pourrez me dire que le Bitcoin a déjà connu une hausse très marquée dans le passé et que ça s'était mal terminé. Effectivement, c'était le cas fin 2017, début 2018. Mais il faut quand même noter que c'était différent dans le sens où le Bitcoin était monté beaucoup moins haut. Il n'avait pas dépassé les 20 000 € fin 2017 alors qu'il est aujourd'hui très largement au-dessus de 40 000 €. Mais surtout, et la raison pour laquelle je m'y intéresse maintenant, c'est qu'il y a une différence qualitative fondamentale. Le Bitcoin est en train de changer de statut parce que le monde financier dans son ensemble, banques, investisseurs, etc., sont en train de prendre conscience de la valeur du Bitcoin et ça change vraiment tout. Alors pour être honnête, jusqu'à la mi-janvier, je n'étais pas particulièrement familier avec le Bitcoin. Initialement, ma perception, c'était que le Bitcoin n'était pas crédible comme actif. Alors je précise comme actif parce que la technologie du Bitcoin est intéressante et je savais depuis quelques années qu'elle était intéressante et si on la compare avec le système financier et le système de paiement en particulier interbancaire, on peut voir que le Bitcoin est plus intéressant à certains égards, en particulier parce qu'une transaction est entièrement réglée, entièrement finalisée dans le réseau Bitcoin au bout de quelques dizaines de minutes. Au bout d'1 heure, on considère que la transaction est entièrement réglée dans le réseau Bitcoin, alors que vous savez bien que c'est beaucoup plus long lorsqu'on fait des échanges, des virements interbancaires, en particulier lorsque les banques sont dans 2 pays séparés. Et d'un point de vue valeur, d'un point de vue idéologique, entre guillemets, le Bitcoin pour moi a toujours été intéressant dans la mesure où il présente une alternative par rapport à la finance qui est centralisée, où les acteurs tout au sommet peuvent déterminer les règles, alors que personne ne peut déterminer les règles dans le Bitcoin. Il s'agit d'un réseau neutre. Et c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Par contre, le Bitcoin en tant qu'actif, en tant que support d'investissement, comme je le dis, je trouvais qu'il n'était pas crédible. Et les investisseurs du Bitcoin me semblaient être principalement des investisseurs particuliers qui manquaient de notions financières, qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, ou des traders qui étaient là pour tirer parti de la volatilité forte de cet actif et profiter de cette volatilité. Mais durant le deuxième semestre de l'année dernière, donc 2020, ma perception du Bitcoin a commencé à changer. J'ai lu des études et entendu quelques investisseurs et analystes financiers qui ont présenté des éléments intéressants sur le Bitcoin. Alors je mets l'accent sur le fait que ces personnes viennent du monde financier traditionnel, entre guillemets, parce que c'est un point important pour moi dans la mesure où ces personnes-là, du coup, n'avaient pas le biais que certaines personnes qui sont convaincus et supporters, partisans des crypto-monnaies peuvent avoir. Et leur analyse, pour moi, était plus neutre, était plus objective. Et là, je pense en particulier à une analyste macro, Lynn Alden. Je mettrai un lien en description vers un article ou deux qu'elle a écrit qui sont assez intéressants sur ce sujet-là. Je pense aussi à des papiers que le fonds ARK Invest a publiés sur les blockchains et en particulier sur la blockchain, sur le Bitcoin. Et aussi à une étude de l'entreprise financière américaine Fidelity qui a parlé de la pénétration du Bitcoin comme support d'investissement auprès des acteurs institutionnels. Et c'est les 3 études et les trois études principales qui ont commencé à me faire prendre conscience de l'intérêt du Bitcoin. Et ça en parallèle donc avec l'augmentation très forte que le Bitcoin a connue dans le deuxième semestre de l'année 2020, ça a vraiment capté mon intérêt. Malheureusement à ce moment-là, j'ai lu un petit peu sur le Bitcoin, mais j'ai pas fait l'effort de creuser jusqu'au bout. Parce qu'il faut en fait réaliser que bien comprendre le Bitcoin,
c'est un investissement en soi, c'est un investissement en temps et en énergie, parce que il faut apprendre un certain nombre de concepts nouveaux. C'est pour quelqu'un qui est familier avec l'investissement en bourse, qui sait lire des comptes de résultats, les bilans, qui sait faire des ratios financiers à partir de ces informations-là, qui connaît les méthodes pour valoriser les entreprises et un peu les valorisations raisonnables dans le marché action en Europe et aux États-Unis. Ben, si on a ces outils-là et ces connaissances-là et ces outils-là ne s'appliquent pas pour le Bitcoin. Il faut apprendre à nouveau un certain nombre de concepts et un certain nombre d'informations pour ce qui concerne le Bitcoin pour pouvoir avoir un avis éclairé sur le Bitcoin. Et à ce moment-là, dans le deuxième semestre de l'année 2020, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Après la période des fêtes, début 2021, quand j'ai vu la vitesse et l'ampleur du rallye sur le Bitcoin, donc un rallye c'est un terme financier qui décrit une hausse très marquée d'un actif en peu de temps. Quand j'ai vu ça pour le Bitcoin, je me suis dit que je ne pouvais plus rester à côté, qu'il fallait que j'investisse, que je comprenne cet actif-là pour soit me positionner et investir, soit ne pas investir, mais savoir pourquoi je n'investis pas. Parce qu'en soi, la hausse très marquée d'un actif, que ce soit une action ou dans ce cas du Bitcoin, n'est pas suffisante en soi pour être un critère valable d'investissement. Et au contraire, ça peut faire même craindre une bulle, parce qu'on peut se dire, oula, comment ça se fait que cet actif décroche tout d'un coup vers le haut? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ou une frénésie autour de cet actif-là qui n'est pas justifiée? Mais d'un autre côté, cette hausse très marquée peut signifier que l'actif a un potentiel énorme et que le marché commence à prendre conscience de ce potentiel-là. Je pense par exemple au cas de Amazon qui a extrêmement augmenté dans les 10 dernières années, et même chose pour Apple. Est-ce qu'il s'agit de bulles dans les deux cas? Non, il ne s'agit clairement pas de bulles. Il s'agit d'entreprises qui ont un potentiel énorme et que le marché a constaté dans ces deux cas-là. Donc quand on est face à des hausses très marquées, c'est soit une bulle, soit quelque chose d'extrêmement intéressant. Et voilà, et je me suis dit, bon, il faut que je comprenne ce qu'il en est pour le Bitcoin. Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Et du coup, j'ai commencé à creuser à fond le Bitcoin depuis mi-janvier. Et ce que j'ai découvert est fascinant. Et je pèse mes mots. Quelques éléments qui me viennent à l'esprit, pour illustrer à quel point l'évolution actuelle autour du Bitcoin est importante. Je pense que, comme je le disais précédemment, le Bitcoin est en train de devenir un actif conventionnel. Alors par là, j'entends qu'il devient un actif respecté et traité par toute la gamme d'investisseurs, tout le spectre en fait, en partant des investisseurs particuliers, qu'il s'agisse d'investisseurs qui ont une vision davantage long terme comme moi, ou des investisseurs qui ont un horizon plus court terme et qui changent fréquemment leur position. En passant par les investisseurs particuliers fortunés qui cherchent à diversifier leur patrimoine, leur capital, jusqu'aux investisseurs institutionnels, donc fonds d'investissement, fonds de pension, etc. Et ça augure le mieux pour la stabilité et la trajectoire future du Bitcoin. D'une part parce que ça implique qu'il y aura que la demande pour le Bitcoin est en train d'augmenter, donc ça va tirer le prix vers le haut. Mais également, ça augure le mieux pour ce qui concerne le risque de ban, puisque c'était quelque chose qui surplombait un petit peu le Bitcoin et qui était un nuage en permanence. Il n'a pas complètement disparu non plus, mais pour ce qui concerne en tout cas les États-Unis et je pense du coup l'Europe également, un ban du Bitcoin semble désormais difficile lorsqu'on a des acteurs de tout premier plan. Je pense par exemple à BlackRock qui est le premier fonds d'investissement dans le monde, qui a quelque chose comme 8 trilliards de dollars d'actifs sous gestion, donc un montant gigantesque, et qui a annoncé récemment par la bouche de son CEO, si je ne me trompe pas, expérimenter avec le Bitcoin, probablement dans l'idée d'offrir des services d'investissement pour leurs clients. Donc quand des acteurs de tout premier plan comme ça annoncent qu'ils vont offrir des services en Bitcoin, ça paraît peu probable qu'un ban pur et simple du Bitcoin arrive.
Et donc ça, c'est un développement extrêmement intéressant pour le Bitcoin. Un autre développement extrêmement intéressant pour le Bitcoin, d'un point de vue réglementaire cette fois, c'est la décision de l'OCC. Donc l'OCC, c'est le régulateur américain des banques commerciales, qui a annoncé en janvier 2021, donc cette année, la possibilité et l'autorisation pour toutes les banques américaines de s'interfacer avec les blockchains publics. Alors blockchain, c'est le nom du système informatique qui est utilisé pour le Bitcoin, mais aussi pour d'autres crypto-monnaies. Et ça, ce que ça signifie, c'est que tous les clients des banques américaines, donc tous les citoyens américains, les 300 millions et quelques, mais aussi tous les étrangers qui possèdent des comptes aux États-Unis, et ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de fonds d'investissement et beaucoup de particuliers fortunés au travers le monde qui possèdent des actifs aux États-Unis. Toutes ces personnes-là ont la possibilité nativement à travers leur banque de posséder du Bitcoin et de faire des opérations qui vont impliquer le Bitcoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, là, actuellement, toutes les banques américaines ont mis en place l'infrastructure technique qui permettent à leurs clients d'acheter et de faire des opérations en Bitcoin, mais ça veut dire qu'elles ont toute l'autorisation légale de le faire. Et il faut s'attendre à ce que la plupart des banques, en tout cas un nombre important d'entre elles, offrent cette possibilité-là. Dans la foulée de cette annonce, il y a une banque américaine de tout premier plan qui est une des plus anciennes, qui s'appelle la Bank of New York Mellon, qui est la plus grande banque au monde pour ce qui est des services de custody. Custody, c'est des services de garde, de dépôt d'argent. Cette banque-là a quelque chose comme un peu plus de 40 trilliards de dollars qu'elle conserve et qu'elle sous sa custody, sous sa garde, que ce soit pour des fonds d'investissement ou pour des particuliers très fortunés. Donc cette banque-là, qui a autant d'actifs sous sa garde, a annoncé qu'elle va offrir prochainement à ses clients la possibilité de posséder du Bitcoin. Et donc ça, c'est une annonce qui est très significative. Et la raison pour laquelle je parle de ça, alors que ça ne concerne pas la France et que ça ne concerne pas l'Europe, c'est que il faut garder à l'esprit que les États-Unis sont le socle en fait du système financier international. Donc chaque décision prise aux États-Unis a un impact mondial. J'avais mentionné précédemment le fait que les États-Unis forment 50% de la capitalisation boursière mondiale, mais les États-Unis, enfin le dollar en tout cas, est utilisé dans plus de 80% des échanges monétaires internationaux qui impliquent deux monnaies différentes. Le dollar est aussi extrêmement utilisé dans la dette de différents acteurs, que ce soit des acteurs privés, donc les entreprises qui vont acheter et vendre en dollars. Donc leurs dettes, elles vont tendre à l'émettre dans une monnaie qui est différente de leur monnaie nationale, en particulier s'il s'agit de pays en voie de développement. Et même chose pour la dette, énormément de pays en voie de développement ont leurs dettes en dollars. Et toutes ces dettes et toutes ces transactions financières en dollars, à un moment ou à un autre, elles atterrissent, elles vont impliquer une banque américaine. Et donc c'est extrêmement significatif, à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier, cette décision. Voilà, c'est deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a eu également d'autres nouvelles que vous avez peut-être entendues, comme le fait que Tesla a converti une partie de la trésorerie de l'entreprise en Bitcoin pour un montant de 1,5 milliard, je crois. Il y a eu, comme autre nouvelle très intéressante et positive, le fait que Mastercard a annoncé le fait que Bitcoin allait être supporté sur son réseau de paiement, ce qui veut dire que des marchands qui ont des terminaux de paiement qui supportent Mastercard vont pouvoir prendre du Bitcoin assez facilement sans avoir à mettre en place de système particulier. Et tous ces éléments-là, et il y en a d'autres que je développerai plus tard, en fait, m'ont convaincu que le potentiel du Bitcoin est immense. Et je pense que le Bitcoin est en passe de devenir mainstream. Je pense qu'il est en passe de devenir mainstream en tant qu'actif, donc en tant que support d'investissement, mais aussi en tant que réserve de valeur, un petit peu à la manière de ce que l'or est aujourd'hui. Parce que l'or n'est pas une matière première lambda, c'est aussi vu comme une réserve de valeur
Et ça l'a longtemps été dans l'histoire, puisque pendant longtemps, les monnaies étaient basées sur l'or et pas basées sur rien, comme c'est le cas actuellement. Et pourquoi pas que le Bitcoin va devenir mainstream en tant que support de paiement. Ça, c'est plus débattable, cette troisième option, sujet à débat pour cette troisième option. Mais en tout cas, c'est de plus en plus le cas dans certains pays en voie de développement. Je pense par exemple au Nigeria, je mettrai un lien en description, où le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées, aussi également en Turquie, au Venezuela, enfin, un certain nombre de pays où la monnaie n'est pas stable du tout. Et des crypto-monnaies stables comme Bitcoin sont vraiment un remplacement très intéressant dans ces pays-là. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder le Bitcoin. Je pense qu'il y en a en fait trois. On peut tout d'abord parler du Bitcoin au travers d'un angle technologique, en s'intéressant à la blockchain. La blockchain, c'est le nom du système informatique qui supporte le Bitcoin, et c'est une prouesse en soi, une prouesse technique, puisque la blockchain permet l'existence d'un système de paiement décentralisé et sécurisé. Et ça, c'est la première fois que ça a été réussi avec succès et que ça fonctionne dans le temps. C'est un système très intéressant pour ses caractéristiques donc décentralisées, de sécurité et aussi de résilience, puisque ça fait 10 ans que le Bitcoin fonctionne et il n'y a pas eu d'attaques qui ont détruit le système, et la fiabilité des transactions n'a jusqu'à présent jamais été mise en cause. On peut parler du Bitcoin au travers d'un angle économique, voire monétaire, puisque l'existence même du Bitcoin et ses propriétés monétaire, le fait que l'augmentation du nombre de Bitcoin diminue tous les 4 ans, que en somme le Bitcoin est déflationniste de ce point de vue-là, et que à terme le nombre total de Bitcoin est connu, puisqu'il y aura 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Ces caractéristiques-là sont intéressantes dans le contexte financier et monétaire actuel, qui est assez bien résumé par cette image, puisque depuis quelques années, et en particulier depuis le début de la crise du Covid, les monnaies des pays développés sont marquées par des taux d'intérêt négatifs, ce qui est une première dans l'histoire et qui a des impacts assez forts, et une augmentation extrêmement importante de la masse monétaire, donc une inflation en fait au sens premier d'inflation, c'est-à-dire une inflation de la masse monétaire. Et ça a un certain nombre de conséquences, et Bitcoin offre un contraste fort par rapport aux propriétés actuelles du système monétaire. Et troisièmement, on peut parler du Bitcoin au travers d'un prisme financier, enfin financier au sens d'investissement cette fois, en se posant des questions plus classiques. En fait, quand on voit un actif, est-ce qu'il s'agit d'un actif légitime au sens est-ce qu'il s'agit d'une arnaque ou de quelque chose de solide, est-ce que la valorisation actuelle, est-ce que le prix fait sens par rapport à l'offre, à ce que l'actif offre, quel est le potentiel futur, quels sont les risques, quelle est la réglementation, enfin voilà, tout un ensemble de questions. Donc je vais me concentrer plutôt sur ce troisième volet, cette troisième approche du Bitcoin. Inévitablement, en parlant du Bitcoin comme investissement, je vais devoir parler un petit peu du Bitcoin d'un point de vue économique et monétaire, puisqu'une partie de l'intérêt du Bitcoin en fait vient du fait qu'il offre un contraste et une alternative par rapport à ce que beaucoup voient comme pas des dysfonctionnements, mais presque un peu des erreurs de fonctionnement dans le système monétaire actuel. Et peut-être que plus tard, mais là bien plus tard, je ferai des vidéos sur l'aspect technique du Bitcoin, puisque je suis moi-même développeur, et donc regarder et comprendre la dimension technique de la blockchain est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Mais étant donné que le focus de la chaîne est avant tout sur l'investissement, je vais me concentrer plutôt sur cette dimension-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dans d'autres vidéos dans lesquelles j'entrerai plus en détail sur les points que j'ai mentionnés. Donc la valorisation du Bitcoin, quels sont les facteurs qui le tirent à la hausse aujourd'hui, quelle est la réglementation, les risques. Déjà avec ces quatre-là, ça fera un bon point de départ.
En attendant, je vous invite à regarder les liens que j'ai mis en description, à les lire et à continuer la recherche par vous-même de votre côté, puisque je pense que vous l'avez remarqué, je publie quand même assez peu de vidéos et ma fréquence de publication est assez basse. Et puis plus généralement parce que l'objectif de cette chaîne, c'est de vous donner des clés et des pistes pour mieux comprendre certains sujets, mais ça n'a pas pour but de prendre les décisions à votre place. C'est à vous ultimement que revient cette responsabilité-là. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à une prochaine et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye.